Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour à tous et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Marc-André Laurier-Thibault, président-directeur général de l'organisme à but non lucratif Ensemble Inc., dont la mission est d'accélérer l'employabilité de la diversité sous toutes ses formes en rassemblant des ressources en diversité sous un même toit et en fédérant le monde des affaires. Bonjour, M. Laurier-Thibault, et bienvenue à notre émission. Je suis vraiment honorée de vous rencontrer aujourd'hui. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci beaucoup de m'inviter à votre émission. Je l'apprécie. Ça me fait vraiment plaisir. Monsieur Laurier-Thibault, l'organisme Ensemble Inc. est né d'une initiative citoyenne en septembre 2020, à laquelle vous vous êtes joint en tant que directeur général en octobre 2021. Quelle était alors votre motivation première? Bien, au départ, le mouvement se voulait... On n'était pas censé, en fait, de créer un OBNL. On voulait simplement partir un mouvement parce qu'on voulait défier l'homogénéité dans le monde des affaires. Ouais. On voulait que le monde des affaires soit plus représentatif de la diversité, que ce soit les personnes en situation de handicap, les minorités visibles, les LGBTQ+, les femmes et tout ça. Donc ce mouvement-là, on s'est dit dans le cadre de la rareté de main-d'œuvre qu'on vit au Québec. Puis là, on était un peu pré-pandémie, on ne s'attendait pas à tout ça. Mais là, on s'est dit, il va y avoir une relance économique au Québec. Puis il va en avoir une également parce que on vit des moments économiquement qui sont difficiles. Oui. Donc, il y a un bassin de main-d'œuvre au Québec qui est issu de la diversité, qui est sous-utilisé, sinon pas utilisé du tout. Puis là, je parle de gens qui sont capables de travailler et qui veulent travailler pour toutes sortes de métiers. Pas un chiffre que je connais bien parce que moi, j'ai une paralysie cérébrale, là, ça ne paraît pas comme ça, mais il y a 265 000 personnes handicapées présentement au Québec qui sont aptes à travailler et qui ne travaillent pas. On parle de, évidemment, tout type d'handicap et tout type de travail. Puis imaginez les chiffres dans tous les secteurs. Et également, c'était aussi une importance pour nous de permettre aux gens issus de la diversité d'accéder à des postes clés, c'est-à-dire des postes décisionnels. Oui, tout à fait. C'est un autre enjeu. Oui. Parce que ça aussi, c'est une difficulté que ces gens, que les gens issus des minorités de la diversité rencontrent. Donc, on a parti ce mouvement-là, puis on s'est rendu compte vite que les entreprises embarquaient rapidement parce que ben, pour eux, c'était premièrement, l'enjeu, c'était la rareté de main-d'œuvre. Tout le monde en parle, puis tout le monde cherche des employés, puis il y a des institutions qui sont obligées de fermer ou d'ouvrir à moitié de leur heure normale parce qu'ils n'ont pas d'employés. Fait que ça les a interpellés. Donc, pour nous, ça a bien participé. Et après un an, on s'est rendu compte que on était des bénévoles, déjà très engagés. Tout le monde avait des emplois intéressants. C'était quand même des gens qui étaient déjà impliqués dans très fort au niveau du travail. Donc, on s'est dit, si on veut que le mouvement survive puis persiste, il faut créer une organisation, il faut se donner une structure, il faut aller chercher le financement pour que ça puisse continuer. Parce que c'est sûr qu'au niveau des bénévoles, à un moment donné, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans la vie, que ce soit une maternité ou autre chose, ou une maladie. Oui. Donc, c'est ce qui a justifié, c'est ce qui a amené la partie mouvement en 2020
puis qui m'a amené à être directeur général. À l'époque, ça faisait pas si longtemps que je venais de perdre mon emploi. Je comprends. J'étais directeur des affaires publiques et gouvernementales pour Savoie. Oui. Puis, on m'avait dit à l'époque, ben, dû à la pandémie, bon, on te met à pied temporairement, mais j'ai dit, moi, parfait. Et je ne resterai pas assis les bras croisés à attendre que vous me rappeliez. Là, l'opportunité s'est présentée. Je l'ai acceptée. C'était d'abord et avant tout, c'était une cause qui me tenait vraiment à cœur. J'avais beaucoup défendu le dossier de l'employabilité des personnes en situation de handicap, mais tu sais, il faut se le dire, on est souvent un groupe qui est très sous-représenté. Oui. On n'est pas une force économique, on n'est pas dans les médias, on n'est pas en politique. Fait que là, en réfléchissant à tout ça, puis c'était un peu le but d'Ensemble Being, c'était de dire, ben, pourquoi pas se fédérer, s'associer, puis que tous les groupes minoritaires se mettent ensemble, puis disent d'une seule voix, ben, on est là, puis on a besoin de travail, on a des compétences, on a des qualifications, alors pensez à nous, là. Monsieur Laurier-Thibault, dans une analyse effectuée à partir des données de l'Enquête canadienne sur l'incapacité, plus communément appelée ECI, en 2017, il est clairement démontré que les personnes ayant une incapacité grave ou très grave ont déclaré plus fréquemment vivre de la discrimination sur le marché du travail. Environ 40% des hommes et des femmes ayant une incapacité de cette gravité ont déclaré avoir vécu une forme ou une autre de discrimination au cours des 5 dernières années avant la tenue de l'enquête. Quelles sont les principales catégories d'obstacles à l'emploi auxquels doivent faire face les personnes vivant avec une incapacité? Premièrement, je suis tout à fait d'accord avec vous parce que il y a eu une étude équivalente, similaire de l'Université Oui, Laval. oui, oui, effectivement. Il y a eu 2000, il y a eu 2000 CV d'envoyés avec Oui, des compétences similaires. Ils se sont rendus compte que ceux qui s'identifiaient comme personnes en situation de handicap étaient 2 fois moins rappelés. Bon, ceci étant dit, pour répondre à votre question, euh, avec les années, puis avec le monde du travail, puis les patrons que j'ai fréquentés, puis tout ça, oui, ils m'ont expliqué clairement c'était quoi leur barrière, ce qu'ils n'expriment pas nécessairement en entrevue, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit, là. On n'a pas le droit de effectivement. discriminer une personne sur la base d'un handicap, comme sur la base de la couleur, comme sur la base d'une grossesse ou de bien d'autres choses. Oui, Mais ce qu'ils me disaient, tu sais, c'est que bon, ils ont souvent l'impression que on va être plus absent au travail alors que les chiffres prouvent le contraire. On a plus de risques de blessures, ça peut coûter plus cher d'assurance, alors qu'encore là, il n'y a rien de prouvé à cet effet-là. Euh, on va être obligé d'adapter tous nos bureaux puis de tout changer. Encore là, ce n'est pas vrai, puis il y a des aides gouvernementales qui existent. j'imagine. Ben oui, puis où il va travailler moins vite que les autres et tout ça. Mais là, il y a des contrats d'intégration au travail qui existent, qui pallient au manque de productivité si c'est le cas. Donc, il y a plusieurs préjugés qui persistent comme ça au travers des années, parce qu'en réalité, c'est rare un employeur va avoir l'occasion d'en discuter avec un employé qui est en situation de handicap. Puis tant qu'on n'aura pas parlé de ces éléments-là, je pense, puis qu'on n'aura pas dit, ben non, bien au contraire. Parce que moi, en plus, c'est Savoura, j'étais l'ultime responsable de l'embauche des personnes en situation de handicap, autisme, etc. Et OK. lorsque les superviseurs ou les directeurs avaient quelques problèmes que ce soit ou des incompréhensions, ils faisaient appel à moi. Puis, donc, ça faisait une différence également. Mais, Absolument. mais oui, mais je pense qu'il faut en parler davantage. Puis, il ne faut pas avoir peur de le dire, même si
on dit là, que on peut pas demander en entrevue des questions comme ça, puis on peut pas commencer à dire ouais, mais j'ai peur que tu t'absentes, puis tout ça, parce que là, je comprends l'employeur qui veut pas se faire amener à la commission des droits de la personne puis des personnes handicapées, mais à un moment donné, si on n'en parle jamais de ces éléments-là, ben, il n'y a rien qui va changer non plus. Absolument. Votre équipe Ensemble Inc. est composée, je crois, de 20 personnes, dont 19 bénévoles. Et vous comptez également sur l'apport de parrains et marraines. Quel est le rôle clé de ces parrains et marraines? C'est au niveau des orientations qui ont été très présents au commencement de l'organisme. Euh, c'est des gens du milieu des affaires OK? qui sont reconnus et qui connaissent le milieu d'affaires. Nous, Oui, ce qu'on a voulu faire, là, vous avez dit une OBNL, oui, c'est oui, vrai, mais moi, j'aime plus le thème organisation, mouvement, dans le sens que nous, notre objectif, c'est quand même de toujours penser corporate. C'est un peu ce que je nos comprends. parrains marraines nous ont dit. Oui, Se mettre au diapason avec les entreprises. Parce que pour avoir expliqué lors d'un autre événement cette semaine, cet élément-là, les entreprises, ça reste une structure qui est là pour faire des profits, de l'argent, puis il faut que ça oui, fonctionne. Donc, ils sont pas, je veux dire, oui, ils peuvent faire du bénévolat, puis s'impliquer dans la société, mais s'ils veulent faire ça, il faut qu'au bout de la ligne, l'entreprise soit rentable. Fait que c'est aussi vrai pour eux. Tu sais, puis mon ancien patron me disait, je t'engage pas pour tes beaux yeux, tu sais. C'était une je petite comprends. blague entre nous deux en voulant dire, Oui, tu sais, je t'engage parce que tu es capable de faire le travail. Fait que ça, quand on a compris, tu sais, je veux dire, t'as beau dire, je suis pour le DI, puis tout ça, puis je vais en engager 50, mais si les 50 que tu engages, ils n'ont pas les diplômes, pas les compétences, puis ils ne font pas le travail, oui, ben, ça ne sera pas bon pour personne. effectivement. Vous avez fondé le mouvement Ensemble Inc., qui compte à ce jour plus de 200 signataires. Quel est le mandat premier de ce mouvement social? C'est pas moi qui l'ai fondé, je dois dire, c'est Gwenaëlle Thibault pour lui rendre honneur. Que c'est elle qui m'a appelé, par contre, qui m'a sollicité parce que il y avait quelqu'un d'autre qui avait dit si tu veux un gars qui doit être dans le milieu des personnes en situation de handicap, appelle Marc-André. Mais c'est ça. L'objectif du mouvement des Oui, 200 entreprises, premièrement, quand on regarde notre planification stratégique actuelle, il y a 4 piliers. Ensemble Inc. comme média, c'est-à-dire on veut faire de la promotion et de la sensibilisation. Autant au niveau des médias sociaux, qu'on essaie d'être le plus présent possible, que des médias traditionnels qui ont oui, eu également une, une, une très grande vitrine jusqu'à ce jour. Aussi Ensemble Inc. comme mouvement dans l'objectif de fédérer des entreprises, d'aller chercher un maximum d'entreprises pour stimuler un mouvement entre eux. On a eu beaucoup d'ailleurs d'entreprises qui ont challengé d'autres entreprises à prendre un engagement euh, par eux-mêmes organiquement là, sur LinkedIn et tout ça. Également, Ensemble Inc. comme reconnaissance, c'est qu'on veut reconnaître des entreprises qui ont atteint leur objectif. Euh, donc là, je dis reconnaissance, médias, comme mouvement, puis comme guichet unique. C'est-à-dire que on veut s'organiser. Là, on a déjà un bottin des ressources intéressantes sur notre site, mais éventuellement, on veut s'organiser pour pouvoir répondre aux questions des entreprises rapidement, puis leur donner des réponses concrètes à ce qu'ils cherchent. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, puis je nommerai pas de nom, mais je parle à plusieurs chefs EDI ou VP EDI d'entreprise. Puis, tu sais, c'est un petit peu nouveau, là. C'est un petit peu un mot oui, à la mode et tout ça. Puis même eux, à l'interne,
souvent, ils ne savent pas par où commencer ou comment faire, malgré les compétences. On pourrait croire qu'une grande entreprise qui a 10 000 employés, lorsqu'elle engage quelqu'un comme ça, cette personne-là connaît tout, mais c'est tellement un mouvement qui est jeune dans le milieu des entreprises qu'ils ont besoin d'accompagnement, de coaching et tout ça. Et même au niveau du gouvernement, il y a plein d'initiatives qui se font, mais est-ce qu'ils sont en mesure de mesurer les résultats? C'est une autre chose qu'on Là est la question. sait. On veut des objectifs qui sont smart, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes dans le temps, avec une date de début et une date de fin, idéalement sur un an. Je comprends. C'est-à-dire, c'est dans l'objectif de dire, ben là, tu as pris cet engagement-là, tu as dit que tu la réaliseras en 2022. C'est pas si dramatique que ça si tu en as réalisé 50. Puis notre but, Effectivement. c'est pas non plus de critiquer une entreprise. C'est pas moi qui va aller sur la place publique, qui va dire telle entreprise n'a pas fait son engagement, telle entreprise l'a fait. L'objectif, c'est plutôt de les aider. Bon, pourquoi tu n'es pas arrivé à ton engagement? Quel obstacle tu as rencontré? Puis on fait du co-apprentissage à travers ça, là. D'ici 2030, Ensemble Inc. a comme objectif d'augmenter de 30 le nombre de personnes issues de la diversité dans les sphères décisionnelles des organisations. Nous ne sommes pas sans savoir que les contributions sont nécessaires et incontournables pour assurer la pérennité d'un tel objectif. Quelle est la façon de faire pour les personnes qui désirent justement faire un don à votre organisme? Premièrement, vous pouvez faire un don en ligne sur notre site Internet. C'est très facile. Ça peut être 5 comme ça peut être 100 $. Donc, il y a le lien sur le site. Il est facile à trouver. Donc, évidemment, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Non. J'ai pas les moyens d'une grande entreprise non plus. J'ai beaucoup d'ambition. Nous avons beaucoup d'ambition. Je pense que nous sommes capables de réaliser de grandes choses, mais sans argent, malheureusement, c'est plus difficile. C'est même pratiquement impossible d'atteindre notre vision idéale. Donc, c'est sûr que pour nous, c'est essentiel. C'est sûr qu'on a des supports financiers, une partie du gouvernement, une grande partie de la fondation Mirella et Nino Saputo, Oui. mais ça reste que, je veux dire, pour nous, là, on aimerait ça en avoir beaucoup plus parce qu'on pourrait faire une beaucoup plus grande différence. Puis comme je vous l'ai dit tantôt, nous, on ne descendra pas dans les rues avec des pancartes pour manifester. C'est pas comme ça qu'on travaille. On veut vraiment travailler avec les entreprises, se mettre au diapason avec eux pour qu'au bout de la ligne, notre objectif de 2030 puisse se réaliser, puis qu'en plus de ça, il y ait encore plus de personnes, des dizaines de Oui. milliers de personnes de plus issues de la diversité sur le marché du travail. Alors, on invite les gens à visiter votre site Web pour toute contribution. J'aimerais parler du contexte sociétal. Comment arrivez-vous, vous, à vous détacher du regard des autres et à simplement vivre votre vie? Parlez-moi de vous. Je ne me détache pas toujours du regard des autres. Je suis un bon poker face à ce niveau-là. Oui, à un moment donné, tu viens que tu rencontres des gens puis tout ça. C'est-à-dire que en réalité, moi, je suis né avec mon handicap. Oui. Tu sais, moi, je ne le vois pas, mon handicap. Si je ne le vois pas à travers le regard des autres, puis on ne me le dit pas à travers le regard, ben, je m'en apercevrais pas. Je comprends. Cependant, j'ai compris il y a plusieurs années
que ça pouvait être un atout pour moi plutôt qu'un handicap. Puis OK? effectivement, ça a été un atout et je m'en suis servi autant pour les médias, autant pour la politique, autant pour le monde des affaires, euh, et autant pour aller parler au niveau du public. Donc pour moi, ça a fait toute la différence. Puis, je suis quand même chanceux parce que euh, j'ai de la facilité à m'exprimer aussi, à Oui? passer mes messages. Fait que, je sais pas si ça répond bien à votre question. Ah, absolument. Moi, tout ce que je peux voir, c'est que vous avez une force de caractère peu commune. Et je veux vous parler de quelque chose. L'humain, l'humain n'est pas à l'abri de la vulnérabilité. Cette vulnérabilité qui est souvent le résultat de l'exclusion. Il y aura sûrement une personne en situation de handicap qui un jour visionnera cette émission à la recherche d'un conseil qui lui donnera les aides nécessaires pour, s'affirmer afin d'être reconnu à sa juste valeur. Monsieur Laurier-Thibault, quel serait l'ultime conseil que vous pourriez donner à cette personne aujourd'hui? C'est une grande question. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de conseils que je pourrais donner, mais je pense que de croire en ses rêves, d'être fidèle à ses convictions, puis de rester soi-même. Là, j'en dis trop, là, mais ça, Non, c'est pour moi, ça rentre dans la même catégorie. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner. de croire en soi tout simplement. Oui, exactement, tout à fait. Puis mon idéal à moi de vie, qu'il soit personnel ou professionnel, n'est probablement pas du tout le même que la personne comme vous êtes qui pourrait Je visionner comprends. cette émission-là. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais tu sais, si tu rêves à quelque chose, si tu veux quelque Il faut chose, y croire. il faut y croire, mais il faut aller le chercher aussi. Il faut aller de l'avant. C'est-à-dire que si on reste assis dans notre salon, puis on attend que ça arrive, ben, je suis On risque désolé, d'attendre mais longtemps. il y a pas grand chance que ça arrive. Monsieur Laurier-Thibault, à la lumière de votre vécu, que souhaitez-vous offrir de plus à la mission de votre vie? Ça aussi, c'est une autre grande question. On tombe dans de la philosophie. Oui, j'adore. Oui, euh, dans la mission de ma vie. Ben, moi, c'est sûr que ça va être tout ce que je fais, ce qui me motive, ce qui me permet d'avancer, c'est le désir d'être continuellement heureux, d'être heureux. Oui, Euh, je me dis, si on n'arrive pas à être heureux, ben, il y a des choses à changer. Puis ça veut pas dire que je suis tout le temps heureux, hein. Euh, c'est sûr. comme tout le monde, comme tout le monde, je suis un être humain. J'ai des forces, j'ai des faiblesses. Mais tu sais, je me dis, je tends toujours vers le bonheur, vers la meilleure façon d'être le plus heureux possible avec avec les capacités, les connaissances, puis l'expérience que j'ai. Oui. Est-ce que je prends toujours les meilleures décisions? Pas nécessairement, mais j'essaie au mieux de ma connaissance de faire le mieux que je peux. Monsieur Laurier-Thibault, je vous remercie pour cette belle entrevue. Votre organisme est de loin un joyau vital, nécessaire pour la vie professionnelle et je dirais même personnelle des personnes en situation de handicap. Monsieur Je vous remercie Laurier-Thibault, beaucoup. J'ai laissez-moi beaucoup vous dire, apprécié l'entrevue. ça me fait plaisir si vous saviez comment je suis contente de m'entretenir avec vous, mais je vais vous dire une chose. J'ai fait beaucoup de recherches sur vous et je peux vous dire une chose, et c'est très sincère. Vous êtes un bel exemple de détermination. Vous êtes à l'image de ce fil conducteur qui, placé entre la tête et le cœur de ces gens, envoie les vibrations positives nécessaires pour leur redonner l'espoir d'une vie professionnelle meilleure. Votre force de caractère, Monsieur Laurier-Thibault,
est à l'image de votre vouloir, qui est très grand. Merci pour eux. Merci pour Merci à nous. vous. Puis merci d'avoir accepté cette invitation. Et en terminant, je m'adresse aux gestionnaires d'entreprises qui nous écoutez. Ne baissez jamais les yeux sur la candidature d'une personne en situation de handicap. Ouvrez votre cœur et laissez-lui la chance d'être et d'exister, ne serait-ce que le temps d'une entrevue. L'essence même de notre existence étant menée par notre soif de vivre, ne soyez pas la prochaine personne qui contribuera à assoiffer le désir de ce candidat, en le laissant quitter la salle d'entrevue dans un silence absolu. Retenez-le et ayez confiance en ses capacités, car cette personne deviendra peut-être votre mentor de demain. Mettez fin aux préjugés de toutes sortes et agissez. Recrutez. C'est simple. Sur ces mots, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et dans toute mon émotivité, parce que ce genre de choses, vous le savez, vous commencez à me connaître, ça me rend émotive. Mais je suis une vraie dans l'âme. Alors d'ici là, je vous dis, dans toute ma véracité, portez-vous bien, mais surtout, prenez bien soin de vous. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.